c'est la touriste littéraire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière étant donné qu'il ne s'agira ni d'un book haul ni d'une review. J'ai établi une liste de 12 plus 2 livres que j'aimerais absolument lire en 2025. Je vais partager avec vous cette sorte de pile à lire pour cette nouvelle année. Et j'ai essayé de faire les choses bien à chaque fois vous présentant le livre, mais aussi pourquoi j'ai envie de le lire. Donc on va commencer de suite. Petit aparté quand même avant de commencer, cette pile à lire ou pale 2025, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que ça veut pas dire que je vais lire uniquement ces 12 plus 2 livres sur toute l'année, il y en aura probablement beaucoup plus. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que c'est une liste d'objectifs. Donc si je ne les atteins pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste là. Maintenant, on est en décembre, le 23 décembre 2024, j'ai une envie particulière à propos de certains livres et c'est un peu une sorte de checkpoint de ma vie où je me dis bah voilà, ce jour-là j'avais vraiment envie d'avoir lu ça pour les prochains mois. À voir du coup le 23 décembre 2025 où j'en serai et ce que je ressentirai par rapport à ces livres-là et les prochains que je voudrais dans ma pile à lire. Alors, il n'y a pas du tout d'ordre particulier de celui que j'ai le plus envie de lire ou celui que je vais lire en premier. C'est vraiment au feeling. Le premier, on va parler d'Emma de Jean Reno. Vu que je ne les ai pas lus et que je ne me souviens plus tout à fait de quoi ça parle, je vais préférer lire la 4e de couverture pour que vous sachiez bien de ce dont il retourne. Rien ne prédestinait Emma à vivre une telle aventure. Masseuse dans un centre de thalassothérapie en Bretagne et encore bouleversée par la disparition de sa mère, elle est envoyée, à 28 ans, au sultanat d'Oman pour former les équipes d'un centre de bien-être. À la tête de cet établissement luxueux, le très séduisant fils d'un ministre influent. Mais celle dont les mains font des merveilles se retrouve au cœur d'une incroyable affaire d'État. Pourchassée par des hommes du palais de Mascate, elle devient la femme à abattre. Face aux pièges qui lui sont tendus, une autre Emma se révèle alors, redoutable, intrépide, et qui pourrait bien faire le bonheur des services secrets français. Alors, pourquoi j'ai envie de le lire? Déjà parce que j'en ai vu vraiment des bons retours un petit peu partout. Ensuite, l'histoire me plaît, ça a l'air d'être un thriller, donc c'est chouette, ça se passe... on passe de la Bretagne à Oman. Donc je trouve ça très chouette, un vrai dépaysement. Et puis c'est Jean Reno qui l'a écrit, j'aime beaucoup Jean Reno. Je crois que c'est son premier roman, donc en fait je suis toujours curieuse lorsqu'une célébrité écrit un livre. Parfois ça peut donner de bonnes choses et c'est ce que j'espère avec Emma. Puis parfois ça donne Scandale de Marlène Schiappa. Ensuite, dans un tout autre genre, et en fait la vidéo ça va être un petit peu ça va être voguer d'un genre à un autre un peu tout le temps. Mais c'est ça qui est très chouette aussi dans ma pile à lire 2025, c'est que je veux vraiment essayer de diversifier un petit peu plus mes lectures. Donc on a Les liaisons dangereuses de Chodalo de Laclos. C'est extraordinaire, j'ai une version où en fait il n'y a pas de 4e de couverture. Bon je vais faire ça, très bien. On va faire avec ce dont je me souviens de cette histoire. Si je me souviens bien, on suit plusieurs personnages, principalement Madame de Merteuil et Valmont. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Tous deux sont des libertins plus ou moins assumés. Ils s'envoient beaucoup de lettres et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce livre, c'est que c'est un roman épistolaire, donc composé uniquement de lettres, de correspondances entre les personnages. Valmont et Madame de Merteuil vont, si je me souviens bien, se lancer un pari où Valmont va devoir séduire une personne et en fait ça va être une histoire pas de complot mais de chantage, de méchanceté en fait, de coups dans le dos, enfin, voilà, bref, quelque chose de bien sympathique. Et du coup, pourquoi j'ai envie de le lire? Parce que je l'avais rapidement étudié au lycée et que j'avais pas spécialement apprécié. Et je me dis que c'est dommage de rester sur une mauvaise impression alors que je n'en ai lu que des extraits. C'est un monument de la littérature française. J'en ai réentendu parler récemment et en fait on me l'a décrit d'une manière où j'avais pas perçu le côté vraiment sombre
de l'histoire, et puis, enfin, j'allais dire presque drôle. Non, parce que je sais que ça ne se finit pas bien du tout, mais dans le sens où tout le monde vraiment se fait des coups de traître tout le temps. Et c'est... Enfin bref, ça me donne vraiment envie de le lire. Et puis rien que pour ma culture générale, me dire je les ai lus, les liaisons dangereuses. Là, on arrive à l'explication du 12+2. Il y a une trilogie. En fait, c'est la trilogie du mal de Maxime Chatham. Je vais pas vous lire tous les résumés parce que je vais me spoiler plus ou moins moi-même si je lis le 2 et le 3. En revanche, je vais pouvoir vous lire la 4e du premier tome, donc l'âme du mal. Le bourreau de Portland qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper est mort. Pourtant, le carnage continue. L'inspecteur Joshua Brolin, qui avait mis ce monstre hors d'état de nuire, doit aujourd'hui poursuivre son double. Cette fois, l'espoir n'est plus permis. Le mal a une grande famille et ses frères sont légion. Court, efficace. Pourquoi est-ce que je veux lire la trilogie du mal? Que j'adore les thrillers. J'adore les romans vraiment durs à lire, où il y a de la violence et où on recherche absolument à traquer quelqu'un. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dit comme ça, j'ai l'air d'une psychopathe, mais vraiment, c'est juste dans les bouquins que j'aime bien, dans les œuvres j'aime bien. J'ai entendu que des retours positifs quand on parle de thriller. À chaque fois, j'entends la trilogie du mal de Maxime Chatham. Et moi, c'est assez drôle parce que Maxime Chatham, j'ai déjà lu certains de ses romans, mais pas du tout dans les thrillers, alors que sa spécialité sont justement les thrillers. Moi, je l'ai découvert avec la saga Autre Monde, qui est une saga un peu young adulte fantastique que j'avais beaucoup aimée, même si je l'ai jamais terminée. Il faudrait que je la relise un jour, mais c'était très chouette. J'aimais beaucoup sa plume, je trouvais que c'était très simple la manière dont il écrivait, dont il expliquait les choses. Dans Autre Monde, même si c'est vraiment autre chose, hein, ça n'a rien à voir avec ce qui est là, je trouvais qu'il y avait déjà un petit côté sombre quand même si c'était du young adulte. Là, c'est fait pour être sombre, c'est fait pour être horrible, donc j'aime bien. Partons encore sur toute autre chose avec Dot 200 de Monsieur Dame Gibson, parce que je ne sais pas ce que signifie ST. 4e de couverture. Dans les décombres d'un village ravagé par la guerre, un mystérieux inconnu arrache Constanta, simple paysanne, au bras de la mort. Elle devient en un instant l'épouse d'un immortel qui lui offre le baiser éternel du vampire. Rien dans sa courte vie ne l'avait préparé à l'intensité de l'amour qui naît alors entre eux. Ensemble, ils vont traverser les époques et goûter aux plus grands délices du monde. Mais bien qu'ils soient tous les deux insensibles au passage du temps, les sentiments de Constanta vont, quant à eux, être peu à peu souillés par le doute. Est-elle vraiment maîtresse de son destin ? Pour retrouver sa liberté, elle devra oser le plus grand des sacrifices. Pourquoi Dot 200 ? Faut savoir que je suis pas très vampire spécialement. Comme beaucoup d'ados, j'ai eu ma période Twilight, un petit peu aussi Journal d'un vampire, enfin... Il y a eu quelques livres que je lisais qui étaient, je crois que ça s'appelle le Beatlit, mais ça a jamais été ma came. Je suis plus genre sorcier et tout ça. Donc vampire, je m'en fiche. Non, sinon je l'aurais pas acheté. En fait là, c'est pas tant l'histoire du vampire, donc évidemment il y a le côté Dracula qui donne bien sûr envie. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre Dracula de Bram Stoker dans ma pile à lire 2025, mais ce sera peut-être... pour une autre pile à lire. Dot 200, j'en ai entendu du bien absolument partout. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect un peu féministe du livre, avec qu'est-ce qu'une femme finalement va devoir faire pour échapper à son compagnon, envers qui elle se sent redevable, mais en même temps qui n'est pas forcément ultra cool, pour être encore gentil avec elle. Et apparemment, la plume est très poétique. Je n'ai pas du tout feuilleté le bouquin pour voir si effectivement c'était joliment écrit. Mais bon, tout le monde le dit. On verra si effectivement ce livre mérite tout le succès qu'il connaît sur les réseaux sociaux pour l'instant. Moi, je sais que ça me donne envie. Il est court en plus, donc c'est très bien. Un qui n'est pas du tout court, c'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Je l'avais déjà présenté dans un book haul il y a quelques mois, mais c'est pas grave, je vais relire la 4e quand même parce que je ne me souviens même plus moi très bien de ce dont il s'agit. Ils sont 4 amis de fac et ils ont décidé de conquérir New York. Willem, l'acteur à la beauté ravageuse, JB, l'artiste peintre aussi ambitieux et talentueux qu'il peut être cruel, Malcolm, qui attend son heure dans un prestigieux cabinet d'architectes, et Jude, le plus mystérieux d'entre eux, celui qui, au fil des années, s'affirme comme le soleil noir de leur quatuor, celui autour duquel les relations s'approfondissent et se compliquent, cependant que leur vie professionnelle et sociale prennent de l'ampleur.
Épopée romanesque d'une incroyable intensité chronique poignante de l'amitié masculine contemporaine. Une vie comme les autres interroge aussi nos dispositions à l'empathie et notre façon d'endurer la souffrance, la nôtre comme celle d'autrui. Ce sera pas le fun, je le sais. Toutes les critiques que j'ai pu lire disent qu'on ne se remet pas de ce bouquin, que globalement on fait cette tête-là à la fin de la lecture. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. C'est un énorme pavé. En fait, j'ai pas vraiment C'est juste tout ce qu'on en a raconté, tout ce qu'on en a dit. J'ai envie de savoir. Je crois que c'est Jude qui prend assez cher dans ce bouquin. Moi, je suis toujours curieuse et j'aime bien l'idée d'explorer les relations entre les hommes, etc. Surtout à notre époque. Je suis vraiment très curieuse. Donc celui-là, je me réjouis, même s'il faudra vraiment, je pense, être dans une disposition particulière pour pouvoir le lire, parce que j'ai pas envie forcément de tomber en dépression rapidement en 2025. Je vais peut-être attendre un petit peu. Mais il a l'air vraiment bien. J'allais dire chouette, mais je pense que c'est pas le bon mot, je dirais bien. Donc je me réjouis de le lire. Un livre où je n'ai absolument entendu personne en parler, c'est 10 de Régis Chaperon. Lorsque le journaliste Octave Mirbeau reçoit un message l'invitant à rencontrer un mystérieux Monsieur Gray, il ne se doute pas qu'on va lui révéler un incroyable secret. Depuis la nuit des temps, des événements comme la construction des pyramides, la crucifixion de Jésus, la Seconde Guerre mondiale et le suicide d'Adolf Hitler, Roswell, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, les Illuminati ou le groupe Bilderberg sont tous liés entre eux. Une seule et unique raison rassemble toutes ces légendes, ces mythes ou ces théories conspirationnistes. Personne n'imagine le mystère que cachent toutes ces histoires. Un mystère gardé précieusement depuis près de 5000 ans. Personne, sauf les 10. Octave parviendra-t-il à lever le voile sur le plus grand secret de toute l'humanité ? Les 10 le laisseront-ils mener son enquête jusqu'à son terme ? C'est à vous de le découvrir. J'ai énormément d'attentes parce qu'il a de très bonnes notes sur Babelio. Bon, il n'y a pas beaucoup de notes, donc c'est un peu peut-être biaisé, mais il a d'excellentes notes sur Babelio. J'adore l'idée qu'il y ait un grand mystère autour de tout, enfin voilà, et on est la vérité. Ce livre va être extrêmement casse-gueule pour être crédible, mais je suis vraiment curieuse, quoi. Qu'est-ce qu'a imaginé Régis Chaperon qui fonctionne pour lier tous ces mystères entre eux? Donc en fait, ce livre, je pense que ça va être un peu qui tout double. Soit c'est du génie, c'est trop bien amené et c'est trop cool, ou alors non, ça marche pas, c'est mauvais. En fait, c'est celui-là où je suis la plus sceptique, parce que en fait je me dis que ça peut être extraordinaire, mais ça peut aussi très facilement être vraiment nul. Mais je veux absolument le lire pour me faire une idée. On refait un tour du côté des classiques avec Bel Ami de Maupassant. J'ai hésité entre plusieurs livres de Maupassant. J'aurais aussi voulu lire le Horla. Bon, peut-être que je le lirai, mais j'ai hésité entre Bel Ami et le Horla dans ma vidéo, dans ma pile à lire, mais c'est finalement Bel Ami. À qui Georges Duroy doit-il son irrésistible ascension ? Aux femmes séduites par sa jeunesse et sa beauté. La petite fille de l'une de ses maîtresses le surnommera Bel Ami, et ce fils d'aubergiste normand deviendra baron du roi de Cantel. L'amitié lui ouvrira la carrière journalistique. L'amour lui donnera l'argent et la gloire. Maupassant a connu ce monde parisien, les salles de rédaction qui font et défont les ministères, et leurs annexes, les salons mondains où naissent intrigues et liaisons. Ces portraits de femmes dévorées d'amour ou d'ambition, ces tableaux de la vallée de la Seine à Rouen, ces fiacres avenue du Bois de Boulogne sont œuvres de peintre. Oh mon Dieu. Maupassant était un maître du récit. Ça rend pas trop hommage au bouquin, mais en gros, ouais, c'est l'histoire de Bel Ami qui est un peu une ordure. Lui, Georges Duroy, qui est une belle ordure et qui va coucher à gauche, à droite, juste pour pouvoir grimper l'échelle sociale. Il me semble, parce que ce livre, je l'ai lu 1 ou 2 fois au collège, si je me souviens bien, et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, vu que j'ai envie de me remettre un petit peu au classique aussi, parce que c'est un pan de la littérature qui me manque cruellement, je me suis dit que j'allais pouvoir le relire, vu que je l'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps et que je l'ai gardé. Et que si je l'ai gardé, c'est pas pour rien. Je me réjouis de le relire. Peut-être qu'il arrivera tôt dans l'année, celui-là. Je sais pas. Alors là, on passe à des livres que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas dans ma bibliothèque, tout simplement. Probablement que vu qu'il s'agit quasiment que de classiques, j'irai les emprunter à la bibliothèque et puis voilà, je ferai avec ça. Alors le premier livre en question, c'est Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Toujours prêt à dégainer son épée, poète à l'imagination débordante, Cyrano de Bergerac ne manque pas de panache.
mais il est affligé d'un nez considérable et disgracieux. Épris de sa cousine Roxane, il n'ose lui avouer son amour car elle aime Christian, fier, intrépide et beau, mais dénué d'esprit. Cyrano propose alors au jeune homme un étrange marché. Christian fera la cour à la belle avec les mots de Cyrano. Mais un tel stratagème peut-il réussir? Cyrano de Bergerac, un classique que je n'ai absolument jamais lu. Je me réjouis vraiment de le lire. Il y a des tirades exceptionnelles que tout le monde connaît, mais que moi j'aimerais bien pouvoir replacer dans leur contexte. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de Cyrano de Bergerac. Comme beaucoup de monde, je savais juste qu'il avait un nez catastrophique, on va dire, et qu'il a aussi été incarné par Gérard Depardieu dans une adaptation de je ne sais plus quand et de je ne sais plus qui. Encore un autre livre que je n'ai pas en ma possession, c'est Roméo et Juliette de William Shakespeare. Là, je ne vais pas regarder un résumé sur internet parce que je connais à peu près l'histoire. Ça parle de la famille Montaigu et de la famille Capulet qui se détestent. Ce sont tous les deux les familles les plus puissantes de Vérone. Il y a une haine innommable entre les deux familles, sauf que pas de chance, le fils Montaigu, donc Roméo, et la fille Capulet, Juliette, tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et vont donc devoir vivre leur amour tout en subissant la haine de leurs familles respectives. C'est une pièce de théâtre, une tragédie extrêmement connue. Je connais moi-même l'histoire par cœur. J'étais une énorme fan de la comédie musicale qui est sortie dans les années 2000. Puis bref, j'adore cette histoire, donc je la connais déjà plus ou moins par cœur, mais je ne l'ai jamais lue, donc c'est le moment ou jamais d'y remédier. Encore une autre pièce de théâtre, cette fois-ci de Tennessee Williams, c'est un tramway nommé Désir. Dans un appartement minable de la Nouvelle-Orléans, Stella Dubois, descendante d'une vieille famille aristocratique, vit avec son mari Stanley Kowalski, un Polonais pour les beaux yeux duquel elle a abandonné la plantation familiale. Survient Blanche, la sœur de Stella, une créature de feu et de chair. Ce ménage à trois diabolique a fait le triomphe que l'on sait dans le monde entier de la plus célèbre des pièces de Tennessee Williams adaptées à l'écran avec Marlon Brando et Vivian Leigh. Un tramway nommé Désir, ça sort un peu de nulle part, mais en fait c'est une pièce que j'ai lue en entier quand j'étais à l'université, dans mes cours d'anglais. J'avais beaucoup apprécié et en fait j'ai envie de relire cette pièce qui est très sombre. Bon, il y a un peu d'humour entre grosses guillemets dedans, mais c'est plus de l'ironie. Et il y a vraiment vraiment une violence sociale pour tous les personnages. J'avais vu aussi une partie de l'adaptation avec justement Marlon Brando et Vivian Leigh. Et j'avais beaucoup apprécié aussi. Et bref, donc je disais, je l'ai lu dans un cadre académique. Là, j'ai vraiment envie de le lire dans un cadre de pur plaisir. Parce que très souvent, on lit pas de la même manière quelque chose à l'école que quand on est chez soi. J'ai vraiment envie de me réapproprier cette pièce en dehors d'un cadre de cours et d'analyse, etc. Dernier livre que je n'ai pas en ma possession, mais celui-là, alors peut-être que je le prendrai à la bibliothèque, mais très probablement que je vais l'acheter parce que j'aimerais poursuivre ma collection. C'est Ils étaient 10 d'Agatha Christie, donc qui, pour ceux et celles qui le savent et qui ne le sauraient pas, avant avait un autre nom qui a été modifié par les éditions, je ne sais plus lesquelles. Ils sont 10 à avoir reçu l'invitation. Des vacances d'été sur l'île du Soldat. Voilà une proposition à laquelle personne ne saurait résister. Non seulement c'est gratuit, mais l'île a tant fait parler d'elle. Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. Une star d'Hollywood, un milliardaire américain ou l'amirauté britannique qui s'y livrerait à des expériences ultra secrètes. Aussi, sans vraiment connaître leur hôte, ils accourent volontiers. Le médecin, le playboy, la jeune prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décorations, la vieille fille grincheuse de sémillant capitaine... Non, la vieille fille grincheuse, bien Dieu, le sémillant capitaine, le majordome et sa femme, et Monsieur Davis qui ne s'appelle pas Davis. Qu'ont-ils donc en commun ? À l'arrivée, cela dit, un par un, tous connaîtront le même sort. Ce livre-là, vraiment, il me tente beaucoup parce que j'ai lu un petit peu d'Agatha Christie et que je trouve ça ultra chouette. J'aime beaucoup et puis, enfin, je veux dire, ce livre est quand même un pilier de la littérature, surtout du côté mystère, et il faut absolument que je le lise, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autre choix. On arrive au dernier livre de cette pile à lire de 12 plus 2 livres, c'est Babel de R.F. Kuang. Alors déjà, s'il vous plaît, hein, magnifique, voilà. Puis regardez-moi ce jaspage,
Tout simplement magnifique. 1828, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, ou Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent à sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Si vous êtes sur les réseaux sociaux littéraires, le BookTok, Instagram, même probablement Facebook, je ne sais pas, sûrement YouTube aussi, vous n'avez pas pu y échapper, tout le monde en parle et pour cause, ça a l'air génial. On y parle un petit peu politique, on y parle racisme, colonialisme plutôt. Donc c'est très chouette, ça a l'air d'être un livre, j'allais dire poétique, mais c'est pas tout à fait ce que je recherche. Comme mot, c'est plus... Disons que ça a l'air d'être un livre fantastique, hein, je veux dire l'argento-gravure, c'est pas quelque chose qui existe, ça confère un peu une sorte de puissance magique à l'Empire britannique, donc il y a un petit côté fantastique, mais j'ai l'impression que c'est plus profond que juste, purée, on arrive à faire de la magie, il faut s'en servir. Il y a quelque chose de plus profond dans ce livre, et je me réjouis vraiment de pouvoir découvrir, d'autant plus que R.F. Kuang a écrit d'autres livres qui me tentent, notamment La guerre de Pavot, si je dis pas de bêtises, donc The Poppy War en version originale, et c'est un livre qui me tente beaucoup. R.F. Kuang a une plume un petit peu particulière de ce que j'ai compris, donc déjà si je me fais un avis avec ce livre-là, je saurai pour les autres. De tout ce que j'ai compris aussi, c'est que la première partie du livre est très basée un petit peu sur la linguistique, et j'ai fait un peu des études de linguistique et j'adore ça. Donc c'est une raison en plus pour découvrir cette potentielle merveille. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, c'était ma pile à lire de l'année 2025. J'ai hâte de voir qu'est-ce que j'aurais réussi à lire et ce que je n'aurais pas réussi à lire, et comment vont évoluer mes envies durant toute l'année. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez lire en 2025, ou alors est-ce qu'il y a des livres que j'ai présentés aujourd'hui que vous avez déjà lus et que vous avez apprécié ou pas. C'est volontiers qu'on en discute. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle année aussi, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.